Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas dans l'atelier. On va parler d'un sujet sur lequel on discute beaucoup sur les réseaux, notamment sur mon compte Instagram, qui est le travail que je fais sur ce type de meuble. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes techniques que j'emploie, les choses qu'il faut savoir, quelques conseils pour bien travailler sur ce type de meuble. Allez, on se retrouve dans quelques secondes et on regarde tout ça ensemble. Donc voilà, on se retrouve, on va regarder un petit peu en détail les différentes étapes qui sont nécessaires pour rénover ce type de meuble. La première étape, quand on veut rénover un meuble comme ça va être, alors, soit ça va être un meuble de famille que l'on va avoir dans une maison de famille depuis un certain nombre d'années et on connaît son histoire, soit c'est un meuble que l'on va acheter via les petites annonces et dont on ne saura rien du tout, donc il va nécessiter quand même de faire une petite inspection. Je m'explique, ces meubles, ils ont quand même, en général, alors ce sont des meubles des années 30, des années 40, peut-être des années 50, donc ce sont des meubles qui ont entre 80 et parfois 90 ou 100 ans. Donc ils ont vu soit plusieurs maisons, soit des périodes de leur vie où ils ont été plus ou moins bien soignés, même si ces meubles sont d'une grande solidité et d'une très belle fabrication, ils ont pu subir quelques dégâts par le temps qui passe. Alors dans le cas où on achète ce meuble chez quelqu'un dont on ne connaît pas l'histoire, ni l'histoire de la maison où il est présent, on va devoir commencer par vérifier quelques points importants. Alors, premier point à vérifier, c'est regarder l'état des pieds. Alors, par définition, les pieds, ils sont au niveau du sol. S'il y a de l'humidité dans le sol de la maison, c'est eux qui vont prendre en premier. Donc si vous voyez des pieds qui sont, comme on dirait, vermoulus, qui ont des trous dedans, qui sont moisis, qui ont une présence blanche. Alors, c'est pas souvent à l'extérieur qu'on voit cette présence de moisissure blanche, c'est plus souvent derrière les pieds. Donc, faut pas hésiter à déplacer le meuble et à regarder à l'arrière des pieds, à regarder sous le meuble. De même, si vous voyez que les pieds sont piqués, qu'il y a des trous d'insectes, il faut regarder jusqu'où ça a été. Alors, ça peut être que le pied qui est attaqué, et là, suivant le type de meuble, il y a moyen de refaire le pied. Si c'est les deux, on peut refaire les deux. Si ça a attaqué un petit peu plus haut, ça peut aller jusqu'à dans le fond du meuble. Là, ça devient plus grave et il faut se poser la question si on le prend ou pas. Ensuite, n'hésitez pas à déplacer le meuble pour regarder le fond, la partie arrière qui est contre le mur. Parce que là, c'est pareil, ce sont aussi des nids d'humidité. Alors, vous allez forcément trouver de la poussière, des toiles d'araignée, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, regardez si l'arrière du meuble est sain. Si jamais vous n'avez pas, pareil que sur les pieds, des traces d'insectes, des traces de moisissure ou même des fois des bois qui sont pourris. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu rédhibitoire, hein. N'hésitez pas à dire non, ne prenez pas le meuble, parce que c'est vraiment des fois des ennuis derrière, et vous risquez même, si vous ramenez le meuble chez vous, de ramener des insectes dans votre garage ou dans votre atelier, et ça peut devenir problématique. Donc le fond, c'est quelque chose d'important aussi. Il ne faut pas hésiter à bouger le meuble avant de le prendre. Il ne faut pas hésiter même éventuellement à le coucher pour bien inspecter le fond avant de regarder ensuite l'intérieur. Alors l'aspect extérieur du bois, on va dire que quelque part c'est parfois moins important. Alors il ne faut pas évidemment qu'il y ait des traces de moisissure partout parce que ça va nous montrer quand même qu'il y a de l'humidité dans la maison qui a contenu le meuble. Et c'est pas très bon parce que même si l'humidité, chez vous, il n'y en aura plus, le meuble, il va travailler parce qu'il va partir d'un endroit humide où il aura un peu gonflé dans un endroit sec où il va se rétracter. Vous risquez d'avoir des soucis sur les différentes parties du bois qui vont mal s'ajuster, des tiroirs qui vont plus fermer, des portes qui vont mal fermer ou plus fermer du tout. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut être vigilant au moment de l'achat du meuble. Pour le côté extérieur du meuble, c'est à peu près tout. Si ce n'est que la plupart du temps, et comme on peut voir sur celui-ci, ces meubles sont équipés de plateaux de marbre. Alors, le marbre, c'est très solide, mais c'est en même temps très cassant, parce que ça a une résistance importante, mais au fil du temps, si on fait des chocs dessus, ça peut venir à casser. Alors, un marbre cassé, c'est compliqué à réparer, même si on trouve des résines. Alors moi, j'ai réparé un plateau de marbre récemment
avec une résine qui s'appelle le Saint-Aupierre. Alors j'ai rien à dire sur la résistance de la réparation parce que c'est aussi solide que si ça n'avait pas été cassé. Le seul problème que l'on rencontre quand on va réparer ce marbre avec ce type de résine, c'est que la couleur va être complètement différente du plateau d'origine. Alors il existe effectivement dans ce type de résine différentes couleurs, et ça va du blanc en passant par du rouge rouille, un peu comme celui-ci, et allant jusqu'au gris. Mais forcément, ils n'ont pas toute la panoplie de couleurs que l'on pourrait retrouver sur tous les marbres, parce qu'il y a une multitude de teintes de marbre. Et franchement, moi j'ai réparé mon plateau, il est très résistant, il est bien réparé, mais c'est inutilisable parce que la fissure se voit encore plus que même quand il était resté cassé et que les deux morceaux étaient juste raboutés. Donc si vous partez de ce constat que le marbre est cassé et que vous souhaitez refaire votre meuble et que vous souhaitez absolument conserver le marbre, sachez que ça va être difficile à réparer de manière invisible. Alors il y a des solutions qui existent. Moi quand j'ai réparé mon plateau de marbre et que j'ai décidé de ne pas le remettre parce que je trouvais que la réparation se voyait trop, j'ai refait un plateau bois des mêmes dimensions que le plateau marbre. Ça se fait très bien et le meuble, ça lui change un petit peu la tête, mais il est tout à fait utilisable comme ça. Et des fois, même certaines personnes préfèrent avoir un plateau de type bois que d'avoir du marbre. Le marbre, c'est on aime ou on n'aime pas. Nous, on aime bien, on a gardé celui-ci parce qu'il était vraiment en très bon état. Ça m'arrive régulièrement de les remplacer également. Donc si vous ne constatez pas tous ces défauts majeurs dont je viens de vous parler, et que le meuble vous plaît, ben, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est pas parce que l'aspect extérieur est un petit peu désuet, un petit peu démodé. Le but du jeu, c'est justement de lui redonner un look un petit peu plus moderne. Donc les vernis foncés, les choses qui ont pu être mises dessus, les cires et compagnie, ça c'est pas un problème, on va pouvoir s'en occuper assez facilement. Alors, tout a bien marché, notre meuble il est nickel, les gens qui l'avaient avaient bien pris soin de lui, donc on le ramène à la maison et là on va commencer à travailler dessus. Alors, il faut savoir qu'à ces époques-là, il y avait un phénomène qui était très à la mode, c'était de coller du vinyle à l'intérieur des meubles. Alors, moi j'ai eu toutes les sortes de vinyles, l'imitation marbre, l'imitation carreau Vichy. Donc il y a toutes les couleurs qui y sont passées, l'imitation bois, même si c'était déjà des meubles en bois, c'était pas trop grave, on mettait quand même du vinyle imitation bois. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir retirer dans votre meuble. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous avez de la chance et le vinyle il se retire très bien, donc c'est-à-dire que quand vous commencez à le décoller, ça vient par grands morceaux, soit ça vient par des petites lamelles de 2 cm et là, c'est la galère. Alors, si vraiment ça vient bien, vous n'utilisez rien de spécial, vous enlevez votre vinyle en essayant de le tirer lentement pour qu'il ait le temps de se décoller sans se déchirer. Si jamais ça résiste, vous prenez tout simplement un sèche-cheveux et vous venez chauffer votre vinyle au fur et à mesure que vous le décollez. Ça va permettre de ramollir la colle et vous allez voir que ça se fait très bien. Ensuite, une fois que tout le vinyle est enlevé, ne cherchez pas à retirer la colle. Laissez sécher 1 ou 2 jours la colle qui est presque des fois aussi ancienne que le meuble. En 1 ou 2 jours, elle va finir par sécher et il vous suffira de passer un coup de ponceuse dessus pour retirer les résidus. Si vous voulez essayer d'enlever la colle dès que vous allez enlever le vinyle, vous pouvez prendre de l'acétone, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous allez beurrer la colle, ça va faire un truc dégueulasse sur l'étagère ou sur le fond de meuble et vous n'arriverez à rien de bien. Donc franchement, enlevez votre vinyle, laissez sécher, des fois une journée ça suffit, vous verrez bien de toute façon. Quand vous allez enlever le vinyle, vous allez voir que la colle elle est encore un peu poisseuse, elle colle encore un peu au doigt. Et au bout de quelques heures, vous allez pouvoir reposer la main dessus et vous allez voir que la colle est devenue toute sèche, elle est devenue un genre de vernis au final. Et vous allez là pouvoir la retirer tout simplement par ponçage. Alors si vous avez la chance qu'il n'y ait pas de vinyle ou que vous ayez réussi à retirer le vinyle facilement, on va passer à une étape qui va être quand même aussi importante, qui va être de nettoyer votre meuble. Alors, je parle de nettoyer surtout l'intérieur. Avant de commencer à poncer, avant de commencer à décaper votre meuble, il va falloir le nettoyer. Alors, on va commencer par l'intérieur. On va faire le dessous du meuble parce que généralement, il n'a pas vu le balai pendant un certain temps. Donc, il y a beaucoup de surprises en dessous des meubles. Et on va faire également l'arrière du meuble parce que c'est des choses qu'il faut faire au début. Alors, ça évitera et d'une de trimballer des araignées, des choses comme ça, si jamais il reste des choses comme ça dans le meuble.
Ça va éviter de devoir y revenir à la fin quand vous aurez terminé de retaper votre meuble et de risquer d'abîmer quelque chose. Donc tout ça, ce sont des étapes qu'on doit faire au tout début. On va essayer de décrasser au maximum le meuble. Également à l'extérieur, si vous voyez qu'il est gras, qu'il est vraiment très sale, même avant de faire un ponçage dessus, vous passez tout simplement un coup de lingette, un coup de produit dégraissant, juste pour enlever les premières traces du temps, la graisse qui a pu s'incruster dessus. Ça va permettre d'éviter aussi, quand on va se mettre à poncer ou à décaper, que les feuilles de ponçage s'encrassent tout simplement avec cette couche de graisse qui aurait pu être partie juste en nettoyant. Ensuite, on va pouvoir démonter tout ce qui est quincaillerie, les poignées, les serrures. Alors, je vous conseille de démonter tout ce qui est démontable. Ça va vous simplifier énormément le ponçage. Alors, généralement, les poignées comme ça sont vissées par l'intérieur du tiroir. Les grosses poignées comme ça sont également vissées par l'intérieur de la porte. Les petits caches-serrures ici, alors parfois c'est vissé. Alors attention, quand c'est vissé, prenez vraiment le bon tournevis et ne forcez pas si ça vient pas. Parce que les vis sont souvent des vis en laiton. Et le laiton, c'est un métal qui est assez mou. Et si vous forcez, vous allez déformer la tête de vis et vous ne pourrez plus l'avoir. Donc il faut vraiment essayer si au tournevis ça vient bien, mais surtout prenez le tournevis adéquat pour ne pas risquer d'abîmer l'empreinte de tournevis. Si c'est comme ici, ce sont des petites pointes, vous prenez un couteau à mastic très fin, vous glissez derrière la petite plaque comme on voit ici, vous glissez derrière votre couteau à mastic et vous faites des petits efforts de levier comme ça jusqu'à temps que les têtes de pointe soient décollées. Ensuite, vous retirez les têtes de pointe avec une pince et ça vient tout seul. C'est beaucoup plus facile de les retirer déjà et d'une parce que parfois il est nécessaire de les nettoyer et de deux pour poncer ou décaper ça va être plus facile que de passer la ponceuse dessus parce que vous allez déjà tout rayer, ça va pas avoir un aspect très joli, il vaut mieux les démonter et les nettoyer à part. On trouve également à démonter les petites charnières qui sont sur le côté. Alors ici ce sont des charnières extérieures. La plupart des meubles anciens ce sont des charnières que je vais vous montrer après sur un autre type de meuble. Des charnières où on a une patte avec un pion en partie haute et une patte amovible en partie basse. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça se retire parce que des fois on cherche un petit peu comment les démonter. Et bien évidemment, si vous avez un plateau marbre, eh bien retirez-le pour faire vos travaux. Déjà ça pèsera beaucoup moins lourd parce que ça, le marbre, ça pèse vraiment très très lourd et ça évitera de risquer de l'abîmer. Alors on change de pièce pour vous parler d'un autre meuble. J'ai des choses à vous montrer sur celui-ci qui ne sont pas présentes dans l'autre et qu'on rencontre très souvent sur ce type de meuble. Alors ici vous voyez le plateau marbre, lui il est divisé en trois parties. Alors on peut aussi avoir dans ces parties de meubles comme ici on voit la présence, même si c'est pas très très visible, mais il y a la présence de petites marques ou de petits trous parce que souvent ce sont des meubles qui ont deux corps, c'est-à-dire qu'on a une partie haute qui vient se poser dessus. Et il faisait un petit trou dans les plateaux de marbre pour venir guider les pieds qui tenaient la partie supérieure. Donc, après, c'est un ensemble, et c'est un ensemble qui a 80-90 ans. Donc, il faut aussi accepter que l'on ait quelques petits défauts dus à l'usure du temps, au temps passé de ce meuble. Ce n'est pas des meubles neufs. Ça a aussi l'avantage d'avoir aussi une patine et c'est leur vie qui est retracée par ces petits défauts. Alors typiquement ce que je vous parlais tout à l'heure d'histoire de vérifier les pieds de vos meubles. Alors typiquement c'est ce que je n'ai pas fait moi quand j'ai acheté celui-là et je me suis retrouvé avec un des deux pieds en bas qui était complètement rongé par les insectes. Au départ, j'ai essayé juste de le sauver en retirant une petite bande, vraiment la bande qui était la plus attaquée en partie basse du pied. Et je me suis aperçu qu'en donnant un coup de scie sauteuse dans le pied, qu'il était vraiment attaqué jusqu'au milieu du pied. Donc ça n'avait pas attaqué le meuble, mais il était temps de changer le pied. Donc j'ai refait deux pieds en me servant du gabarit des anciens pieds. Et vous voyez, ça ne se voit pas du tout, c'est pas du tout choquant. On peut très bien mettre des pieds un peu plus modernes. Il y a plein de solutions qui vont faire que il ne faut pas que ça soit rédhibitoire si c'est que les pieds qui sont attaqués. Alors avant de parler à proprement dit de la façon de décaper ces meubles, je vais vous parler d'un dernier point qui est important à savoir aussi quand vous commencez à attaquer ces meubles-là. De construction, les étagères étaient super ajustées dans les meubles. Alors, il y a souvent, c'est un casse-tête chinois pour réussir. Alors, pour l'enlever,
Généralement, on s'en fout un peu parce que le meuble il est brut, on n'a pas fait notre déco à l'intérieur, on n'a pas repeint, on n'a pas... Donc on s'en fout si ça touche un peu partout, c'est pas gênant, on y arrive, on force. Mais pour la remettre, je peux vous assurer que vous avez intérêt de faire très attention de la façon dont vous réussissez à la retirer, parce que ça va vous indiquer également la façon dont vous pourrez la remettre. Je peux vous dire que ce type d'étagère-là, donc déjà et d'une, forcément, il faut démonter les portes. Et globalement, elles sont supportées par 2 tasseaux à l'intérieur. Et la dimension de l'étagère en diagonale, elle fait pile poil la diagonale du meuble comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à la couler à l'intérieur, vous allez pouvoir venir la poser sur un tasseau. Mais si vous avez mis le deuxième tasseau avant, vous ne pourrez pas la remonter. Donc il faut ne pas mettre le deuxième tasseau généralement. Il faut remonter l'étagère une fois qu'elle est posée sur le premier tasseau ici. Et ensuite, une fois que vous avez remonté ce côté-là, vous venez glisser votre deuxième tasseau et vous reposez votre étagère. Je peux vous dire que quand je vous dis que c'est un casse-tête chinois, c'est loin d'être une image exagérée. Franchement, c'est vraiment très compliqué. Et d'autant plus quand on a refait l'intérieur de son meuble, où on n'a pas envie d'abîmer, comme ici, le papier peint et la peinture. On fait super attention pour venir le mettre en place. J'ai essayé par le haut du meuble en passant par les plateaux. C'est impossible parce qu'on a des coulisses de tiroirs. Donc ça, on en reparlera peut-être, mais vous verrez que c'est vraiment une galère. Et je vous conseille vraiment de regarder comment vous la démontez. Alors sur le premier meuble que je vous ai montré, vous avez vu que c'était des charnières apparentes qui étaient à l'extérieur du meuble. Ici, on peut voir que ce sont des charnières qui sont invisibles. Quand la porte est fermée, on ne voit absolument rien dépasser ici. Donc le principe est parfois, certaines personnes ne savent pas comment démonter ces portes. Et pour retaper son meuble, c'est bien plus pratique de pouvoir démonter ses portes. Alors c'est tout simple en final. Une fois que vous avez votre porte qui est ouverte comme ça, vous avez une charnière ici qui est prise dans la porte. Vous faites ça, vous basculez et voilà. Et ça sort tout seul. Et vous voyez, ici, on a un pion qui vient se loger dans un trou qui est dans une partie métallique qui est dans le haut du meuble. Et cette petite targette ici, là, eh bien, elle vient aussi dans un trou et elle vient se glisser dans une rainure qui est ici. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Dans une rainure qui est ici, tout simplement comme ça. Elle vient se mettre comme ça. Alors, je vais réussir à la mettre comme il faut. Voilà. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Ça vient se mettre comme ça dans le fond du meuble. Donc, pour les remettre en place, on fait l'opération inverse. On va venir remettre. Alors, quand on a des lunettes à verre progressif, c'est un peu galère parce que voilà. Donc, il faut bien regardez, voilà. On met le téton dans le trou en partie haute, on vient repositionner la targette en partie basse, on vient glisser tout simplement la porte dedans, et voilà. Donc c'est un système qui est simple, c'est efficace, c'est très vieux comme système, mais ça marche très bien. Alors une fois qu'on a fait toutes ces étapes de nettoyage et de préparation de notre meuble, il va falloir commencer à penser au ponçage ou au décapage. Alors, pour faire ce type de meuble, alors on sait très bien, généralement, les vernis ou les cires qui ont été mis, ou les deux, parce que souvent, à la base, les meubles, ils étaient vernis, et pour l'entretien des meubles, les personnes qui possédaient ces meubles passaient souvent de la cire dessus. Donc on se retrouve avec des amalgames de différentes couches de produits. Alors, aussi bien la cire, ça va être assez facile à enlever parce que c'est des produits qui sont quand même assez simples à retirer, tout simplement avec un chiffon, avec un produit dégraissant, quelque chose comme ça. Et on va arriver sur la couche de vernis. Alors souvent, comme vous pouvez voir sur la photo que je vous mets à côté, ce sont des meubles qui sont vernis très foncés parce que c'était la mode à l'époque et on mettait des vernis foncés. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme méthode pour pouvoir décaper ces vernis? Bien évidemment, la première méthode qui va venir à l'esprit, c'est le ponçage. Alors, oubliez les ponceuses vibrantes. C'est pas fait pour ça, franchement. Si vous voulez un résultat efficace pour ce type de meuble, utilisez une ponceuse excentrique. Et que ce soit pour tous les ponçages. La ponceuse vibrante, c'est vraiment de la ponceuse, je vais dire, de bricolage. Pour de petites surfaces, ça ponce bien, mais ça n'aura jamais l'efficacité d'une ponceuse excentrique ou circulaire. C'est vraiment la meilleure ponceuse qui puisse se faire pour retirer des vernis comme ça sur des grandes surfaces comme ça. Alors une majeure partie, bien évidemment, de ce meuble
va pouvoir se faire à la ponceuse. On va pouvoir, toutes les surfaces planes, toutes ces parties-là vont pouvoir être faites à la ponceuse. Ça va prendre un peu de temps, bien évidemment, mais on va réussir à le faire. Tout ce qui va devenir compliqué, ce sont tous ces petites sculptures, tous ces motifs qui sont ici, qui sont en creux. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps, je vous mets la petite boîte ici si vous voulez la regarder, pour une astuce avec un outil multifonction. J'ai créé des petits outils pour venir poncer dans les endroits creux. Alors ça peut être dans les rainures comme on voit ici, parce que le panneau il est légèrement en creux. Ça peut être ici dans toutes ces feuillures que l'on voit ici, toutes ces sculptures que l'on voit ici. Et ça pourra également venir se faire pour ces éléments-là qui sont en creux. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous comprendrez qu'avec ces petits outils que l'on peut se faire soi-même, on peut s'en faire une multitude, vous verrez qu'on peut arriver très bien à un résultat vraiment efficace. Les panneaux de côté également, ce sont des panneaux qui sont relativement plans, mais qui ont aussi sur les côtés des creux, hein, ou des rainures, ou des feuillures, ou des moulures. Et ça nécessite d'avoir des outillages de ponçage un petit peu plus élaborés, un petit peu différents, de manière à aller vraiment dans les petits coins. Le deuxième outil que je vous conseillerais également, qui pourrait même être le premier outil, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise aussi moi très fréquemment, c'est le rénovateur de chez Fartools. Alors, le rénovateur de chez Fartools, c'est quoi? C'est un outil qui permet de porter différents types de brosses ou différents types de brosses avec des éléments abrasifs. Donc vous avez des brosses qui sont avec des poils métal, des brosses qui sont avec des poils nylon. Alors les poils métal, les poils nylon, ça ne va pas forcément s'adapter à ce type de travail. Mais les brosses à lamelles qui comportent de l'abrasif, ça va très bien faire également pour aller dans les parties creuses. Toutes ces parties-là, vous allez pouvoir aller avec ces brosses à lamelles parce que ça suit les profils. Et c'est vraiment efficace. Je vous montre une petite vidéo que j'ai fait sur une table basse que j'ai retapée. À l'époque, je n'avais pas envie de ressortir l'aérogommeuse, donc je l'ai faite avec le rénovateur. Et ça a vraiment très bien fait. Donc franchement, le rénovateur, c'est un outil qui vous servira non seulement pour ce type de meuble, mais qui pourra vous servir pour une multitude de choses. J'ai fait une vidéo de présentation du rénovateur Fartools. Je vous mets la petite boîte également ici, vous pouvez la regarder et vous comprendrez que c'est vraiment un outil multifonction. On va revenir un petit peu sur celui-là par rapport à l'autre. Vous voyez aussi que celui-là, il a aussi pas mal de moulures un petit peu en creux. Donc, avec ce que je vous ai présenté dans la vidéo sur l'outil multifonction et les outils que vous pourrez vous faire, ou le rénovateur Fartools, vous pourrez venir vraiment poncer tous ces éléments-là sans aucun problème. Le plus compliqué, ce sont toutes ces sculptures-là. Là, franchement, ça réclame du temps parce que c'est quand même vraiment très creusé. C'est un peu dans tous les sens. C'est beaucoup de surfaces arrondies, des surfaces concaves, des surfaces convexes. Donc, c'est assez compliqué à faire en ponçage. Pour finir sur la partie ponçage, je vais vous parler du type de grain d'abrasif qu'il faut utiliser. Alors, généralement, on va commencer par utiliser un abrasif assez fin pour voir comment ça réagit. Alors, je vous conseille de commencer par du 120. Hein. Essayez au 120, voir ce que ça donne. Ça va éviter de trop attaquer le bois et le 120, généralement, c'est un bon intermédiaire pour poncer. Si vous voyez que ça résiste vraiment trop, vous pouvez passer avec un grain supérieur, type 80. On peut aller à l'extrême aussi, on peut aller à du 60, là c'est vraiment du gros grain et ça va devenir vraiment assez agressif pour le bois. Donc si au 120 ça ne le fait pas, ou si ça encrasse trop les patins, enfin les tampons, les feuilles, pardon, si ça encrasse trop les feuilles abrasives, commencez par dégrossir au 80, vous enlevez le plus gros et vous faites la finition au grain 120. Le grain 120 va venir relisser vraiment la surface du bois et finir d'enlever les dernières traces de vernis qui vont rester sur votre bois. Au-delà de 60, moi je le déconseille, c'est vraiment des gros grains et ça va vraiment attaquer. Hein. Sur les brosses du rénovateur Fartools, vous avez des brosses de grains identiques. Hein. Moi j'utilise souvent la 120 qui est vraiment très efficace. Du fait qu'elle peut aller, comme les lamelles sont souples, elles vont aller se loger un petit peu dans les différents niveaux
de votre profil de bois et ça va permettre d'aller, vous pouvez l'incliner, vous pouvez vraiment aller jouer avec la position de la brosse pour aller finir dans des petits coins. C'est vraiment efficace. Alors pour la dernière possibilité, pour s'occuper de l'extérieur de ce type de meuble, bien évidemment, je vais vous parler de l'aérogommage que j'utilise beaucoup maintenant, qui est vraiment le procédé, je dirais, le plus efficace et voire même le plus rapide pour décaper ce type de meuble. Le procédé de l'aérogommage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sablage à basse pression. Donc on pulvérise de l'abrasif sur les surfaces à décaper. Alors on va également, comme les feuilles d'abrasif, on va avoir différents types de grains, différentes granulométries. Et suivant le revêtement qu'on a sur notre bois à décaper, on va jouer et avec la granulométrie de notre abrasif et on va jouer également avec la pression de notre machine. Il faut savoir qu'une aérogommeuse travaille généralement entre 1 et 4 bars sur des... 4 bars, ça sera plutôt pour des éléments qui sont peints, des éléments qui ont été peints avec des peintures anciennes, comme les peintures glycéro, qui étaient vraiment très résistantes. Là, on sera obligé d'augmenter à la fois la pression et de mettre de l'abrasif avec un grain plus gros. C'est un peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas le décapage par aérogommage. Je vais faire une vidéo sur les différents abrasifs et leurs différentes applications. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou, j'en reviendrai dans une autre vidéo, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je travaille sur une autre vidéo sur ce sujet-là. Mais l'aérogommage, comme je vous montre dans ces extraits de vidéo, c'est vraiment très efficace pour ce type de meuble, notamment pour tout ce qui est partie sculpture, pour tout ce qui est partie, les parties en creux. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça, franchement, c'est vraiment la machine idéale. Alors, une fois qu'on a fait l'extérieur, eh ben, on va s'occuper de l'intérieur. Franchement, l'extérieur, c'est quelque chose de conséquent à faire. Alors, avec les méthodes que je vous ai énoncées, ça prend plus ou moins de temps, mais rien n'est infaisable. On arrive toujours à en venir à bout et on trouve toujours des solutions. Moi, j'en trouve. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes particuliers sur tel ou tel type de meuble ou tel type de bois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou m'envoyer un message et si je peux vous aider, je vous aiderai bien évidemment. Donc, une fois qu'on a fait l'extérieur, eh bien, on va s'occuper de l'intérieur parce que, alors ici, je vous mets quelques photos de l'intérieur de celui-là. Quand je vous dis que parfois, ils ont traversé beaucoup d'époques et avec des gens qui étaient plus ou moins soigneux, celui-là, c'était le cas. Franchement, à l'intérieur, il était vraiment sale. Outre le vinyle que j'ai dû renlever au départ, le vinyle Caro Vichy que j'ai enlevé, quand on était sous le vinyle, on voit qu'il avait déjà bien vécu avant. Il y avait beaucoup de taches, beaucoup de choses incrustées. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais un ponçage important. Alors je ne fais pas d'aérogommage à l'intérieur des meubles. Ça ne sert à rien parce que c'est pas efficace. C'est pas que c'est pas efficace, mais c'est très difficile. Déjà, on ne voit pas grand-chose et on prend beaucoup d'abrasif dans la figure parce que ça rebondit à l'intérieur. C'est assez compliqué de faire à l'intérieur de l'aérogommage. Moi, je choisis souvent de refaire mes meubles en les traitant à la peinture. Donc déjà, ça donne un côté, ça redonne un peu de peps à l'intérieur du meuble. Je trouve ça sympa, moi j'aime bien. Et ça rehausse un peu aussi et ça donne un côté un petit peu unique au meuble. Donc ce que je fais en général, c'est que je viens poncer l'étagère. Alors ici, j'ai poncé le bas du meuble, hein. J'ai poncé au grain 120. J'ai vraiment enlevé le plus gros de ce que je pouvais enlever qui pouvait me gêner pour peindre. Et ensuite, j'ai appliqué ma peinture. Donc on peut appliquer n'importe quelle peinture parce que maintenant les peintures sont très résistantes. Donc ici, moi j'ai appliqué une peinture rouge terracotta hein, que j'avais à la maison, qui m'avait déjà servi à faire des murs. Hein, donc ça marche aussi bien sur les boiseries. On applique au moins en 2 couches. Si ce n'est pas suffisant, on peut appliquer en 3 couches. Donc on fait ça une fois que le meuble est tout ce qu'on a pu démonter à l'intérieur, on l'a démonté. On enlève les portes, on fait les portes à part, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Les plateaux, si c'est des plateaux de marbre, on les enlève. Ça permet d'accéder dans des zones qui sont un petit peu compliquées d'accéder par le dessous. Ici, je vous parlais de l'étagère qui était hyper dure à retirer.
Ici, oui, elle était dure à retirer, c'est sûr, elle était surtout dure à remettre, mais j'ai même pas pu la conserver parce qu'elle était tellement abîmée, tellement cintrée. Alors elle était cintrée dans ce sens-là, mais elle était également cintrée dans l'autre sens. Elle avait vraiment travaillé avec le temps, donc j'ai décidé de refaire une étagère neuve. Ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Donc voilà un peu pour l'intérieur. Pour les tiroirs, eh ben, je fais pareil, hein, puisque les tiroirs sont également souvent très sales et très abîmés. Donc je fais dans le même esprit, je repeins tous les côtés intérieurs des tiroirs et le fond qui était, comme vous pouvez voir sur les photos, qui était lui aussi très sale, je l'habille de papier peint. On peut également faire de la peinture complète. Voilà, c'est une question, après c'est une question d'appréciation, c'est une question de goût et d'esthétique. Après voilà, chacun y mettra sa touche personnelle. Ça personnalise vraiment votre meuble, ça lui donne vraiment un côté unique. Et on retrouve vraiment la beauté du meuble sublimée par le retrait du vernis. Parce que les chênes, ici, ce sont des chênes vraiment très clairs, qui sont vraiment très beaux. Bon, les générations passées n'aimaient pas les bois bruts. Ça revient beaucoup aujourd'hui à la mode. Donc quand on peut retrouver des bois bruts comme ça, c'est vraiment génial. Pour tout ce qui est partie métallique, comme les poignées, les clés, les serrures, enfin toutes les caches-serrures, alors on a plusieurs choix. Soit sont vraiment abîmées, et là on peut les remplacer. Bon, moi généralement j'essaie de les garder parce que généralement elles ont une forme qui va bien avec le meuble. Alors les poignées je les change jamais parce que franchement elles sont travaillées et c'est difficile de trouver des modèles identiques. À part si vraiment elles sont cassées, et là on n'a pas le choix, il faut trouver quelque chose pour se substituer à la poignée. On peut tout simplement les nettoyer à l'eau claire avec une petite brosse pour enlever la crasse qu'il peut y avoir dessus, parce qu'il y en a effectivement. Si on veut leur redonner du brillant, on peut les nettoyer à la paille de fer. Alors moi je les fais sur des boutons un peu ronds. Je les mets dans ma perceuse et puis je les frotte, je fais tourner avec ma visseuse, je les fais tourner sur la paille de fer, donc ça redonne un lustre vraiment très joli. Mais j'aime bien aussi garder la patine du temps sur ce métal. Donc j'avoue que je ne me décide pas non plus toujours à rebriquer et à refaire briller systématiquement toutes les parties métalliques. Le meuble il a vécu, effectivement, sur les caches-serrures on a quelques points d'oxydation, mais ça fait également partie aussi de sa vie, ça fait également partie aussi de l'aspect général du meuble. Alors après c'est une question aussi personnelle, hein. On peut très bien se dire moi j'aime pas du tout et je vais les décaper. Dans ces cas-là on prend une brosse métallique, on les brosse et on va retrouver un métal généralement assez propre, assez beau. Alors il faut faire attention aussi, c'est que parfois ce sont des pièces qui sont chromées et que vous pouvez retrouver sous le chrome quand vous allez brosser, que le chrome parte et que vous retrouviez un métal un petit peu moins joli aussi. Parce que c'est souvent une pellicule de chrome et ça peut aussi partir en brossant. Donc il faut aussi faire attention à ça. Alors, dernier point et question qui revient souvent dans les posts que je fais sur Instagram, c'est comment je protège le meuble une fois que j'ai tout décapé. Alors, celui-ci par exemple, et celui que je vous ai montré également qui est dans la véranda, je n'ai rien mis dessus. Pourquoi ce choix? Parce que alors, ce sont des meubles qui n'ont pas vocation à être utilisés tous les jours, puisque ce sont des meubles de rangement qui sont plus des meubles qu'on va ouvrir de temps en temps. Donc il n'y a pas grand risque de se retrouver avec des taches dessus. Il faut savoir que dès qu'on va repasser un produit, alors que ce soit un produit, un vernis incolore, un protecteur incolore, comme on peut trouver, je vous mettrai quelques références dans la description de la vidéo, ça va toujours rehausser un petit peu la teinte. Moi j'aime bien quand c'est très clair. Je trouve parfois que certains produits rehaussent, même si c'est de l'incolore. Il faut être méfiant parce que même si c'est de l'incolore mat ou de l'incolore satiné, ça donne tout de suite une teinte au bois et des fois c'est dommage parce qu'on a récupéré un bois très clair et on se retrouve avec un bois qui redevient foncé. Alors on peut essayer l'astuce de la goutte d'eau et puis on met une goutte d'eau sur le meuble à un endroit et puis on regarde. Et en théorie, ce qu'on va obtenir quand on va mettre la goutte d'eau dessus,
devrait à peu près nous donner la teinte que l'on va obtenir avec le produit qu'on va mettre de protection. Quelques nuances près, c'est pas une science exacte, hein, mais on va voir tout de suite si ça va beaucoup rehausser la teinte du bois. Et parfois, effectivement, ça la rehausse beaucoup. Moi, sur des buffets comme ça, je ne mets rien. Le jour où je trouverai un vernis ou une huile ou un protecteur qui sera vraiment incolore une fois qu'il a séché, j'avoue que je me laisserai peut-être tenter pour en mettre dessus, mais aujourd'hui, c'est ce qui me dérange et c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors, bien évidemment, si on fait une table basse, une table à manger, il va falloir la protéger. Ça, on n'a pas le choix parce que c'est des éléments qui ont des risques. On peut renverser des choses dessus, on peut mettre des choses chaudes. Donc ça, forcément, sur une table, non. Moi, je les protège aussi. Mais sur des meubles comme ça, des meubles de rangement, moi, je ne mets rien. Dès que je le peux, je ne mets aucun produit dessus. Dernier point que l'on peut être amené à avoir besoin de connaître, c'est également des fois les marbres. Alors, s'ils ne sont pas cassés, mais ils peuvent être rayés. Alors, il faut savoir que l'on peut repolir des marbres avec des crèmes abrasives. Alors, hein, on va faire un peu, je l'ai fait moi sur un marbre gris. J'ai tout simplement pris une crème, une pâte abrasive, un efface-rayures que l'on utilise pour les voitures. Donc c'est une crème mais qui contient des abrasifs très fins à l'intérieur. Et on va, en polissant tout doucement avec un chiffon très doux, on arrive vraiment à estomper des rayures de surface. Pas des rayures creusées bien évidemment, mais des rayures de surface, ça marche très bien. On arrive vraiment à obtenir un poli. Ça fonctionne comme sur les voitures, hein. Quand c'est juste quelque chose qui a été posé dessus, frotté, c'est pas en profondeur, donc avec ça vous pouvez le récupérer. Sinon, on passe un bon coup de nettoyant dessus, un nettoyant ménager classique, et en général, ils retrouvent leur brillant quasiment aussitôt. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je voulais essayer de faire quelque chose, j'espère que j'ai fait assez court. Je voulais vous expliquer les différentes étapes que moi j'utilise, les différentes méthodes et quelques conseils à vous donner pour faire ce type de meuble. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais vous mettre dans les liens de la vidéo ce dont je vous ai parlé, les liens pour les différents équipements comme le rénovateur, les brosses, les ponceuses. Bon, les ponceuses vous connaissez parce qu'il y a beaucoup de modèles de ponceuses, mais je vais vous mettre tout ça dans les liens de la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou des questions supplémentaires, vous me mettez un petit commentaire dans la vidéo et je vous réponds parce que j'ai peut-être oublié des choses. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet. Je vous promets que je vous ferai un sujet sur l'aérogommage parce qu'on me le demande beaucoup. Donc je vais faire un sujet sur l'aérogommage. En attendant, vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur mes machines, l'aérogommeuse, le compresseur. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet. Allez, je vous dis salut, à plus!